Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, une série de podcasts qui met en lumière les organismes communautaires de la région. Je m'appelle Fabienne Aschermann et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Melançon, agent de communication à l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Bonjour François. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans le studio de la télévision communautaire des Bois-Francs. Merci. Nous parlons donc avec toi de l'Association des proches aidants, Arthabasca Érable, APAAE, si on parle de l'acronyme. Ouais. J'aimerais que tu nous présentes brièvement l'association, sa mission, éventuellement quelques exemples de services que vous offrez. L'Association des proches aidants Arthabasca Érable a été fondée en 2012, donc ça fait 13 ans que ça existe, et couvre le territoire d'Arthabasca et de l'Érable, donc les deux régions. Et elle vient en aide aux personnes proches aidantes, donc des personnes qui vont aider, donc un proche ou une proche, comme on le dit dans le nom, de différentes façons. Soit pour des tâches quotidiennes de transport, de soutien divers, dans différents contextes. Alors, donc, la mission, c'est de leur donner des services à l'occasion, beaucoup d'informations. C'est une des choses qu'on fait beaucoup parce que, on le sait un peu, accéder aux services de santé est parfois complexe. Alors, quand on arrive et qu'on doit prendre soin d'une personne, des fois, on peut se retrouver un peu désemparé devant le système de santé. Donc, nous, on vient beaucoup en aide. On vient en aide aussi, on donne de l'information concernant les crédits d'impôt. On offre des activités, différentes activités pour donner du répit aux personnes, se retrouver en gang, donc des personnes proches aidantes ensemble qui partagent la même expérience. On donne aussi des activités de bien-être pour donner des trucs, pour se sentir mieux, pour être capable de conserver de l'énergie, de redonner de l'énergie dans certaines situations, parce que souvent, quand on est proche aidant, l'énergie est quelque chose qui part rapidement. Alors, donc, c'est les deux principaux éléments, les services, les activités qu'on donne. Et l'autre élément, c'est les consultations. Donc, consultations psychosociales individuelles, donc on peut rencontrer soit par téléphone ou dans nos bureaux, ou en groupe. Donc, différents groupes d'échange. Donc, on se retrouve entre personnes proches aidantes à échanger, puis à construire ensemble, trouver ensemble des solutions, puis se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre des situations similaires. Quand on parle de personnes proches aidantes, parce qu'on peut avoir autant de définitions que d'individus, l'association, j'imagine, a sa définition d'une personne proche aidante. Selon vous, quels sont les critères qui font que je pourrais découvrir que je suis une personne proche aidante? À la base, le fait d'aider une personne, c'est le critère de base. Par la suite, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer, qui peuvent jouer de façon différente la question de la condition de santé de la personne qu'on aide. Des fois, ça peut être tout à fait bénin ou circonscrit dans le temps. Donc, on pense par exemple à quelqu'un qui a été victime d'un accident, pas obligé d'être un accident d'auto, mais un accident, l'hiver arrive, quelqu'un qui chute, se casse une jambe. On est proche aidant de cette personne-là. C'est une durée temporaire. Des fois, dans le cas de problèmes de santé chroniques, que ce soit un cancer, sclérose en plaques, par exemple, là, c'est sûr qu'on est dans un processus ou un parcours beaucoup plus long. Alors, donc, ça varie beaucoup. Et il y a des jeunes aussi qui sont souvent engagés, impliqués dans des rôles de proche aidant. Et parfois, leur rôle est secondaire. Ça, souvent, c'est les parents qui vont jouer un rôle principal, mais les enfants jouent aussi un rôle. Ça peut être d'aider au devoir, ça peut être d'aider à habiller son frère ou sa sœur qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas le faire. Donc, c'est très variable. Et à la base, c'est vraiment l'entraide, le côté de soutien. Soutenir, d'accompagner. Ouais. Une personne proche aidante n'habite pas nécessairement avec la personne qu'elle aide. Non. Et c'est intéressant que tu le soulèves parce que c'est souvent la première chose qui nous vient à l'esprit.
Mais on pense, par exemple, quand on a des parents vieillissants qui doivent aller en résidence, par exemple, ben, notre rôle de proche aidant ne cesse pas pour autant. On ne devient pas moins proche aidant. Et souvent, c'est très apprécié dans les résidences, l'implication des proches aidants. C'est un plus. Donc, et ça peut être aussi, être proche aidant, ça peut être aider un ami. Donc, on est encore là dans une dynamique où on n'est pas sous le même toit. On le rencontre encore là chez les jeunes, notamment. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir un lien biologique ou un lien de sang avec la personne. Non. On peut être proche d'une personne qu'on aide 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ne pas vivre avec elle, mais d'avoir le souci de la soutenir ou de l'accompagner dans une situation de vie qui est particulière. Exactement. Dans le fond, c'est bien plus le lien humain, le lien d'entraide qui est le plus important, si on veut. Donc, une personne aidante, une personne aidée, c'est ça l'équation. Hein? Oui, exactement. C'est un binôme qu'on appelle souvent. Et on peut être plusieurs proches aidants, personnes proches aidantes autour d'une seule personne. Absolument. Aussi, hein? Et puis, des fois, ça peut varier dans le temps. Ça, à l'intérieur d'une famille, c'est possible que quelqu'un joue un rôle plus important pendant un certain temps, qu'un autre prenne le relais. Des fois, la distance va jouer. Le fait qu'un enfant, un fils, une fille habite plus proche peut faire en sorte qu'il va jouer un rôle plus important. Puis ça peut changer, la dynamique peut changer. Et c'est ça qui est important de voir dans la proche aidance, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est quelque chose qui est toujours en déplacement. Les gens, c'est des relations entre êtres humains. Donc, ça varie dans le temps continuellement. Et donc, ça, c'est important. Donc, même de réévaluer une situation dans une famille, parce que les choses changent. L'état de santé des personnes proches aidantes peut varier aussi, puis la situation de la personne aidée peut varier aussi. Oui, et à ce moment-là, ce qui est important, et c'est là que l'entourage joue un rôle important, il faut être attentif aux personnes proches aidantes. Et elles jouent un rôle essentiel pour nos communautés, puis dans nos familles. Puis on est souvent content que quelqu'un prenne cette responsabilité-là, mais il faut être conscient qu'avec cette responsabilité-là vient des charges, une certaine forme de fatigue mentale. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Il y a plein d'histoires de proches aidants qui se déroulent bien. Mais quand ça va mal, il faut que l'entourage soit proche. Notre frère, il faut être attentif à notre frère, à notre sœur, à notre père, notre mère qui sont en soutien à quelqu'un d'autre. Ces gens-là ont besoin d'aide et ils ont besoin de nous. Et ça, c'est important. Et c'est une responsabilité qu'on doit partager collectivement. On a tendance à penser, ah oui, ben cette personne-là est proche aidante, donc elle s'occupe de là. Ou cette personne-là qui a un problème de santé, quelqu'un s'en occupe. Oui, quelqu'un s'en occupe, mais c'est encore plus facile quand toute la communauté, quand tout l'entourage aide. Oui. Donc, un proche aidant aidé, ce serait la formule gagnante, ou soutenu. Oui. Un proche aidant soutenu. Oui. Soyez attentifs. Un beau mot pour préciser le rôle particulier de la proche aidance quand même. Alors François, on va se mettre à jouer, toi et moi. On va jouer avec l'imprévisibilité. D'accord. Ce qui n'est pas ma plus grande force, mais je vais m'adapter. On va le faire ensemble. Alors le concept de sortir de la boîte, c'est un concept qui tourne autour de ce dé. Sur chaque facette de ce dé, tu as un thème comme le rêve, la curiosité, le défi. Tu vas lancer le dé sur la table et ensuite tu vas choisir dans la boîte une carte qui est assortie à la couleur du thème. Je vais te lire la question. Tu as évidemment quand même le temps d'y réfléchir. Et puis parfois, c'est en commençant à en parler qu'on se rend compte que le thème peut se développer de plus en plus. Donc voilà, c'est une boîte à surprise, sortir de la boîte. Es-tu prêt à jouer? Oui. Curiosité. Curiosité. Alors, c'est une carte jaune que tu peux choisir et je vais te lire la question que je vais te poser, François. Alors, dis-moi, François, quelle idée préconçue entendez-vous ou entends-tu le plus souvent à propos de votre organisme? Est-ce qu'il y a une idée un peu tenace qui est une idée préconçue au sujet de l'association? En fait, une idée, c'est que
les gens, des fois, nous découvrent à la suite d'une situation financière précaire. Et souvent, ils sont... parce que la situation de plusieurs personnes proches aidantes est précaire sur le plan financier. Et pourquoi elle l'est? Est-ce qu'elle le devient parce que la personne est devenue une proche aidante? Ça favorise, parce qu'il y a beaucoup de coûts associés à ça. Des fois, c'est des coûts au niveau du travail. Quand la personne proche aidante est en emploi et doit prendre soin de quelqu'un, bien souvent, bien, ça veut dire des fois s'absenter du travail. Dans certains cas, ça va jusqu'à réduire son temps de travail. Il y a des coûts aussi associés, des fois à l'aménagement de la résidence. Donc, les coûts sont assez nombreux et on n'est pas nécessairement préparé à ça. Ce qui fait que quand ça arrive, on doit absorber le choc. Et des fois, les gens se font dire « Ah, ben, tes proches aidants, ben, tu peux avoir de l'argent pour ça. » Il y a l'association des proches aidants. Et c'est souvent comme ça. Les gens viennent souvent à l'association, pas exclusivement, mais souvent, avec cette préoccupation-là financière en tête. Et donc, à certaines occasions, c'est qu'on a le rôle un peu difficile de dire oui, mais nous, c'est pas notre rôle. Nous, on peut vous orienter vers ces ressources-là. Et il faut aussi dire qu'ils ne sont pas si nombreuses, ces ressources-là. Donc, des programmes, c'est l'information que vous leur donnez. Oui. Il existe du soutien, des programmes, ou je ne sais pas, et des on crédits les d'impôt. accompagne. On les accompagne aussi. Par exemple, au niveau des demandes d'aide au niveau fiscal, donc on peut aider à remplir les paperasses et à aider à orienter. Et si on n'est pas capable, on va orienter vers les ressources adaptées. D'accord. Fait que, donc, ça, c'est la plus grande idée, je très dirais. conçue, que vous êtes un pourvoyeur, ce qui n'est pas le cas. Vous n'avez pas une caisse d'argent. On aimerait ça, comme tous nos consoeurs, les autres organismes aussi, là, dans le milieu communautaire, on partage un peu la même situation. On est toujours un peu vulnérable sur le plan financier, compte tenu des rôles qu'on assume. Mais ça fait que... Donc, ce que j'entends, c'est que la proche aidance, elle a un coût. C'est pas juste de dire « je m'occupe d'un conjoint, d'un enfant, d'une sœur, d'un père ou d'un oncle », mais c'est que il peut avoir un enjeu vraiment réel, financier, dans la proche aidance. Absolument. Je connais pas par cœur. Il y a certaines études qui ont été faites pour montrer jusqu'à quel point l'impact financier est quand même élevé. C'est sûr que ça varie. La condition financière d'un ménage, par exemple, d'un couple, peut varier. Et selon aussi que ça arrive que la situation se présente dans la jeune quarantaine ou qu'elle se présente à 70 ans, si la personne proche aidante est à la retraite, si c'est une jeune retraitée qui a pu bénéficier des programmes de retraite gouvernementale au cours des dernières années, ou si c'est quelqu'un qui est une retraitée depuis beaucoup plus longtemps et qui n'a pas cotisé dans les premières années. Donc, on n'est pas égaux devant la proche aidance sur le plan financier. Oui, c'est ça. Donc, ça varie beaucoup. Et on est encore... il y a encore peu de soutien financier. Et au Québec, comme au Canada, le soutien financier vient généralement par des mesures fiscales. Donc, c'est pas de l'aide qu'on peut recevoir directement tout de suite. C'est toujours à la fin du rapport d'impôt. Et c'est compliqué. Il y a certaines autres aides qui existent pour soutenir, par exemple, les travaux ménagers, par exemple. Ça, il existe aussi des mesures. Mais nous, c'est une de nos tâches là, de travailler à orienter et essayer de guider les personnes dans les dédales. Oui, administratif, en lien avec l'argent. Ouais. Bien, François, un autre coup de dé. Oui, un autre sujet. Oh, alors cette facette-là, la facette blanche, c'est une facette qui te donne le choix. Tu peux choisir la couleur que tu souhaites ou le thème. Tu as donc des filles en couleur orange. Tu as les bleus, c'est souvenir. Les vertes, c'est le rêve. Les rouges, l'impact. Et la jaune, comme tu viens de tirer la première curiosité. Je vais essayer souvenir. Souvenir. Ouais.
Merci. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a un événement ou un projet qui vous a particulièrement uni en tant qu'équipe dans tes souvenirs? Oui, je dirais que l'année 2023 était une belle année pour nous parce qu'on a mis en place 2 projets qui ont été très mobilisateurs. Le premier, ça a été la carte Alerte Proche Aidance, qui est une carte qu'on retrouve maintenant de plus en plus sur le territoire là, des MRC d'Arthabasca et de l'Érable, et qui permet de signifier aux personnes qui, au niveau des services d'urgence, donc policiers, pompiers, etc., qui sont appelés à intervenir en première ligne, ça leur permet d'identifier rapidement des personnes proches aidantes qui s'occupent d'une personne qui est dépendante d'elle. Et que s'il y arrive quelque chose à la personne proche aidante, on sait immédiatement par un autocollant qui est sur la carte de le permis de conduire, par exemple, ou une carte, il y a une carte alerte physique, là, carte alerte proche aidante, ce qui se retrouve dans le portefeuille, nous permet de dire, ben voilà, cette personne-là est proche aidante et il y a une personne qui dépend d'elle. Et il faut donc agir rapidement. Et sur la carte, il y a 2 noms de personnes de relève qui peuvent être. Alors ça a été un beau projet mobilisateur parce que ça nous a amené à l'ensemble de l'équipe à travailler autour. Et l'autre élément qui est arrivé quelques mois après, c'était la création du service Jeunes Proche Aidance, qui a été une première un peu au Québec. On est un des premiers organismes au Québec à avoir mis sur pied un tel service consacré exclusivement ou principalement aux jeunes proches aidants. Quand on parle des jeunes proches aidants, on parle de 18 ans et moins. Est-ce qu'il y a un âge, mettons? Bien, officiellement au Québec, parce que c'est pas partout pareil, ça varie. Au Québec, officiellement, c'est moins de 35 ans. Ah oui. Ce qui fait que c'est une grande variété, on s'entend. Nous, on travaille d'abord auprès des jeunes du milieu secondaire et puis dans une autre approche aussi, donc des post-secondaires qui sont aux études, au travail. Donc, c'est comme 2 enjeux ou 2 perspectives complètement différentes. Et la création de ce service-là a encore une fois créé tout un effet. Ça a amené l'embauche d'une nouvelle collègue et la mobilisation de tout le monde autour de ça. Ça a été un beau projet. Un beau souvenir. Oui, un très beau souvenir, d'autant plus que il faut, en toute humilité, on a eu une très belle couverture de presse provinciale et ce qui nous a, évidemment, ça flatte toujours un petit peu l'ego. C'était une belle réussite. Ça souligne le bon coup, en tout cas. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait un besoin aussi. Là, vous engagez une personne qui est dédiée à la jeune proche aidance, qui va dans les écoles, j'imagine, ou qui fait de la sensibilisation. Un jeune, déjà les adultes, j'ai le sentiment que, comme adulte, on n'a pas toujours conscience qu'on est une personne proche aidante, mais j'imagine que ça doit être encore plus vrai quand on parle d'un jeune entre 12 et 20 ans, de se dire, moi, je suis le fils proche aidant de ma mère, par exemple. C'est très compliqué, effectivement, chez les jeunes. D'abord, parce que les jeunes se retrouvent dans une période où ils sont en train de construire leur identité. Et aussi parce que l'environnement familial aussi peut jouer là-dedans. S'ils sont dans un environnement où la proche aidance n'est pas reconnue, c'est difficile de se retrouver dans ce contexte-là. Ou si l'entraide est minimisée, là aussi, ça peut jouer. Fait que c'est quelque chose de complexe et pas simple. Ça demande beaucoup plus de travail qu'on le pensait au départ pour rejoindre cette catégorie de proches aidants-là. Oui. Et de sensibiliser, parce que dans le fond, avant les 5 ou 10 dernières années, on n'en parlait pas. Et 10 dernières années, je suis généreux, je pense qu'avant les 5 dernières années, on ne parlait pas de jeunes proches aidance. Alors donc, c'est comme nouveau. Et les écoles ne sont pas encore sensibilisées vraiment à cette réalité. Non, et encore moins le système scolaire en soi, là, de façon plus générale.
mais on espère bien à un moment donné que franchir un peu ce mur-là parce que c'est d'une importance assez grande. Là. C'est beaucoup de sensibilisation, de se reconnaître proche aidant, bien sûr, mais en même temps, c'est une autre porte d'entrée, une autre voie d'accès à la proche aidance que vous ouvrez, parce qu'il est possible qu'un ado, un jeune adulte rentre à la maison et reconnaît que sa situation est atypique par rapport à ses autres amis dont, je sais pas, les parents les accompagnent dans différents événements, alors qu'un de leurs parents, soit est malade, vit avec une maladie quelconque, ou bien ou même au niveau de la santé mentale aussi. Beaucoup. Donc, ce jeune-là peut arriver à la maison en disant, je pense bien être un fils proche aidant ou une personne proche aidante. Oui, et c'est comment se retrouver à travers tout ça, parce que des fois, l'engagement du jeune ou de la jeune proche aidante va prendre tout le temps à l'extérieur de l'école et ce qui va l'emmener à être souvent plus seul, à éviter, tout dépendant du problème à la maison, des fois ça va emmener à un isolement. On n'invitera pas d'amis parce qu'on ne veut pas voir la mère ou le père dans telle situation, ou le frère, la sœur qui a un problème de santé. On est très soucieux de notre apparence. Certainement. Et donc, des fois, il y a ce danger-là d'isolement et de prise en charge de responsabilité un peu avant le temps. Oui. Ce qui est parfois intéressant, ça permet de développer le sens de l'autonomie. Les jeunes proches aidants développent des compétences remarquables et qu'il va falloir apprendre à mettre en valeur. Et ça, c'est important. Ça, c'est des acquis. On ne peut pas leur enlever aux jeunes proches aidants, c'est ça. Mais il y a aussi l'envers de la médaille. Et il faut être attentif dans les milieux scolaires, dans les milieux familiaux, à être attentif aux signaux. Mais il y a un coût social aussi pour un jeune qui a des heures de présence en études, mais qui après rentre le plus rapidement possible à la maison, n'a pas nécessairement d'activité extérieure. Il y a tout son sentiment d'appartenance qui est altéré aussi, parce qu'il ne vit pas sa vie. Des fois, on dit on ne vit pas notre vie d'enfant, mais on a une vie d'adolescent à vivre. Et l'idée, c'est quand même de se détacher de sa famille, ultimement, éventuellement de quitter la maison, certainement. En tout cas, de développer une forme d'autonomie, mais on peut être encore plus attaché ou attaché de façon élevée à la famille parce qu'il y a une problématique de santé au cœur de la famille. Oui, puis c'est une situation qu'on va rencontrer davantage de plus en plus, entre autres au niveau, compte tenu de l'arrivée de familles migrantes. Souvent, au sein de ces familles migrantes-là, l'entraide est très importante. Par contre, on a aussi un mouvement de repli. Il y a tout dépendant, c'est pas uniforme. Chaque culture a un peu ses façons, ses traditions familiales. Mais dans certaines traditions familiales, on ne veut pas mettre de l'avant les difficultés de la famille, ce qui fait que des fois, le jeune va se retrouver avec des responsabilités plus grandes. Et un des rôles des jeunes proches aidants dans les familles migrantes, notamment, c'est celui d'interprète. Il est souvent... Parce qu'il va à l'école, donc il est francisé davantage que les autres. Il est souvent amené à accompagner ses parents, par exemple, pour des soins médicaux. Et là, il se retrouve face à des situations qui ne sont pas nécessairement adaptées. Si le jeune ou la jeune doit traduire un bilan de santé, peut-être que le parent n'avait pas le goût nécessairement de l'entendre de la bouche de son enfant. Alors donc ça, et on est dans la région, on est une région très ouverte à ce niveau-là, donc je pense qu'il faut aussi être très attentif à ces implications-là. Beaucoup d'enjeux, c'est un beau sujet en tout cas, beaucoup d'exploration à faire. On ne le dirait pas de prime abord, non, ça. Effectivement. Mais comme on est dans l'humain, on est dans l'entraide, ça touche à beaucoup d'éléments et ça a des impacts importants. Et juste pour finir, concernant les jeunes aussi, c'est le regard qu'on porte sur eux. L'importance pour l'école de repérer les jeunes proches aidants, c'est que notamment, c'est de faire attention. Des fois, les signes du jeune proche aidant peuvent très bien ressembler à celui d'un jeune
décrocheurs, la fatigue, l'oubli des travaux, des intérêts peut-être apparents en classe, tout ça. Et le premier réflexe de l'école, c'est de dire « Ah, ce jeune-là, il décroche, etc. » Il faut apprendre à mettre une autre lunette et savoir qu'il existe une autre lunette et qu'à travers ce même comportement-là, il est possible de trouver là une autre cause. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille. Et je suis particulièrement fier de ce qu'on fait à ce niveau-là. Oui, effectivement. Donc, ça veut dire sensibiliser aussi le personnel éducatif, le personnel enseignant, et que derrière ce qu'on voit ou de ce que l'on peut constater, il peut y avoir de multiples causes, dont la jeune proche aidance. Oui, absolument. Ouais, absolument. Eh bien, il y a tellement à dire sur ce sujet, François, que tu n'as plus la possibilité de tirer une autre carte. Mais je pense bien qu'on pourrait en parler encore des heures, tellement le sujet est vaste et concerne, j'imagine, énormément de monde au Québec. Est-ce qu'on sait combien de Québécois, de Québécoises peuvent se nommer proches aidants? On parle d'entre plus de 1 million, mais probablement 2 millions. On parle d'entre 20-30% de la population. Et ça, c'est un chiffre conservateur. Je pense que, compte tenu du fait, on l'a évoqué un peu, là, du fait que les gens ne se reconnaissent pas nécessairement comme proches aidants, parce que jusqu'à tout récemment, on parlait souvent d'aidants naturels. Hein? C'est naturel. Donc, quand c'est naturel, on a comme tendance à ne pas l'identifier comme tel. J'aide mon conjoint, j'aide ma conjointe, j'aide mon père, j'aide ma mère. Oui. Et ça s'appelle de la proche aidance. Puis c'est correct, c'est pas magique, mais ça aide. Et ça aide parce que ça aide à faire la part des choses entre les différents rôles qu'on joue. Le danger, quand on est proche aidant de sa conjointe, par exemple, c'est de voir tous les autres rôles, le rôle d'amoureux, le rôle de conjoint, disparaître derrière le rôle de proche aidant. Et c'est le danger, et c'est l'avantage de reconnaître, de pouvoir nommer ce rôle de proche aidant, puis de pouvoir dire « Ah, là, je suis en train d'assumer mon rôle de proche aidant. Je dois me conserver du temps, préserver du temps pour mes autres rôles. » Et ça, c'est la clé un petit peu. C'est une des raisons, et je dirais la principale raison pour laquelle c'est important de se reconnaître. C'est pas l'étiquette qui est important, c'est ce qu'on peut en faire. C'est ça. Se reconnaître pour s'aider, finalement. Absolument, c'est ça. Absolument, c'est bien dit. Merci beaucoup, François, de nous donner accès un peu à ce monde de la proche aidance, donc, et de savoir qu'il existe cette association Arthabasca Érable et que vous êtes là pour soutenir et accompagner les personnes proches aidantes à beaucoup de valeur. Merci beaucoup pour ta présence. Merci de l'invitation et merci de l'échange. Ça a été vraiment formidable. Ça fait très plaisir. Oui, merci. Alors voilà ce qui clôt cet épisode avec François Melançon de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Je vous invite à aller visionner, pourquoi pas, ou écouter les autres podcasts de cette série Sortir de la boîte que vous trouvez sur le site internet de la télévision communautaire des Bois-Francs. Sur ce, je vous dis à la prochaine.